Bonjour à tous. Merci d'être présent à cet atelier aujourd'hui. Je suis ravi d'être ici, de pouvoir animer cet atelier sur le thème de l'énergie, un vaste sujet clé pour le Sénégal, pour n'importe quel pays finalement dans le monde, n'importe quelle zone qui a trait à son développement économique. J'ai un souhait pour cet atelier d'une demi-heure, c'est qu'à la fin, nous ayons encore plus d'énergie à revendre que toutes celles que nous avons emmagasinées depuis ce matin. Et je suis vraiment honoré d'animer ce panel, puisque nous sommes entourés de 4 panélistes de très grande qualité qui vont partager leur vue sur ces sujets structurants. Nous avons la chance d'avoir M. Pape Momar Lo, DG de Réseau Gazier du Sénégal, qui, par ses expériences sur des très grands projets d'infrastructure au Sénégal, va pouvoir nous partager ses vues sur comment mener des projets sur ce nouveau secteur critique qu'est le gaz. Il a occupé notamment des postes au sein de l'APIX et de la CETER. Nous avons également la chance d'avoir parmi nous Gonetal du groupe Axian, qui est ingénieur de formation et qui représente Axian aujourd'hui sur sa composante ouest africaine dans tout le développement commercial et qui a également œuvré ici au Sénégal sur des grands projets d'infrastructure avec un prisme plutôt financier au sein du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Frédéric Beaune, qui nous fait également le plaisir d'être parmi nous, qui représente un groupe très ancré ici au Sénégal, Vinci Construction, au travers de 2 filiales que sont Sogea Satom et LSE, avec une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Et donc là aussi, ce sera très intéressant d'avoir son point de vue sur ce secteur d'activité, depuis la production d'énergie jusqu'à la distribution du dernier kilomètre. Et enfin, Netis, qui est un groupe marocain représenté par M. Duplat. Netis, qui historiquement est un groupe actif sur les réseaux de télécommunications haute performance et qui est actif de plus en plus sur les secteurs de l'énergie. Donc là aussi, ce serait intéressant d'avoir les synergies entre gérer un réseau de télécommunications et gérer un réseau énergétique. Voilà, donc, et pour ma part, je suis Lionel Barbarou et je suis en charge des financements de projets au sein de BPI France. Sans plus attendre, et je vais m'adresser à vous, Pape Momar, sur est-ce que vous pourriez nous donner quelques vues sur la place que va prendre le gaz dans le mix énergétique sénégalais, le rôle que va jouer RGS dans cette nouvelle équation. Et finalement, ma première question, votre actionnaire étant public, le rôle aussi que vous attendez des pouvoirs publics ici pour permettre un développement efficace, efficient et rapide de cette nouvelle verticale sectorielle. Merci pour la question. Je salue l'audience ainsi que... Ah, c'est par là, d'accord. Ainsi que tous les membres du panel qui sont présents. Je pense que pourquoi on a pris le temps de venir participer à ce panel, c'est qu'aujourd'hui on est dans des sujets qui sont stratégiques et déterminants pour la réussite et la croissance économique, surtout dans un secteur qui prend autant d'essor. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui le Sénégal a quand même entamé cette transformation du mix énergétique depuis un moment, et le gaz devra jouer un rôle pivot. Pourquoi un rôle pivot? On a plusieurs autres types d'énergie, le solaire, l'éolien aussi, ils ont tous été intégrés dans ce mix énergétique depuis un moment et ils vont continuer à l'être. Cependant, avec l'arrivée du gaz, on a la chance de vraiment aller vers une transition énergétique avec de l'énergie qui est moins coûteuse, qui est plus propre et avec des ressources et un approvisionnement qui est beaucoup plus maîtrisé. Donc le rôle que le gaz va jouer dans ce mix énergétique est prépondérant à notre avis et reste vraiment le centre finalement de la réussite de cette transition énergétique, si je peux dire. Maintenant, le réseau gazier a encore un rôle beaucoup plus central. Nous sommes dans ce qu'on appelle le midstream. Il y a le upstream, le midstream et le downstream. Quand je dis le midstream, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec le gaz et les ressources naturelles que le Sénégal a découvert,
qui sont en développement à travers les champs gaziers, GTA, Yakar Teranga et Sangomar. Il y a 2 stratégies aujourd'hui que l'État a mis en œuvre, qui sont les stratégies Gas to Power et Gas to Industry. Gas to Power, bien sûr, permettra de réduire les coûts de l'électricité, donc pour les usagers et pour tous les autres on va dire bénéficiaires. Et le Gas to Industry permettra de réduire les coûts de production et les facteurs de production des industries. Le rôle de RGS est central parce qu'il permettra d'acheminer ce gaz qui est produit des champs de production jusqu'au point de consommation. C'est le réseau qui permettra aujourd'hui de linker toutes les centrales de la Sénélec qui sont existantes et qui vont subir sûrement une reconversion au gaz, et pour toutes les nouvelles IPP. Et sur ce réseau aussi, on profitera pour alimenter toutes les industries existantes, aujourd'hui comme les grandes industries comme Socosim, Ciment du Sahel, Toysali, vraiment les grandes industries que nous connaissons, les futures usines durées, parce que nous voulons aussi aller vers renforcer les autres secteurs, qui est l'agriculture. Donc le rôle principal est vraiment de s'assurer que ces 2 stratégies qui permettront aujourd'hui au Sénégal de prétendre à une diversification économique et une croissance économique basée sur la réduction des coûts de l'électricité et des coûts de production permettra donc effectivement d'atteindre ce but. Voilà. Merci pour cette réponse très complète. Je me tourne vers vous maintenant, Ngoné. Action, acteur clé dans les énergies renouvelables, avec une riche actualité ici au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, avec le recul aujourd'hui sur le projet que vous avez récemment lancé, finalement, qu'est-ce qui vous a manqué, ou qu'est-ce que vous auriez fait peut-être différemment, avec l'appui également des autorités publiques, pour fluidifier et peut-être accélérer encore plus le développement de centrales solaires sous un format IPP, Utility Scale, avec la Sénélec? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, si tu permets, je vais présenter rapidement le groupe Action. Avec plaisir. Donc, Action est un groupe malgache basé à Madagascar. C'est un groupe familial qui a plus de 150 ans d'existence. Donc, nous sommes présents dans 5 secteurs d'activité, dans les télécommunications, dans l'énergie, dans l'immobilier, et dans les finances et dans tout ce qui est FinTech et Open Innovation. Donc, dans les télécommunications, on est l'opérateur numéro 5 en Afrique. On a à peu près 7500 employés dans toute l'Afrique et au niveau de l'océan Indien. Et au Sénégal, voilà, on détient 80% de Free devenu Yas. On détient Togocom au Togo, Tigo en Tanzanie, Telma à Madagascar, etc. Maintenant, dans les énergies renouvelables, donc on est dans le solaire et dans l'hydro. Donc l'hydro, on a une centrale de 120 MW à Madagascar, centrale Volobé, qu'on développe avec EDF et d'autres partenaires. Et on est également dans le solaire. Donc dans le solaire, actuellement, on a 185 MW en cours, en exploitation. On a une centrale au Burkina de 30 MW, une centrale de 15 MW au Sénégal au niveau du port de Bargny, une centrale de 40 MW à Madagascar et une centrale de 8 MW au Rwanda. Donc actuellement au Sénégal, on développe une centrale de 60 MW avec 112 MWh de stockage. C'est le plus gros projet central PV et stockage en Afrique de l'Ouest. Donc pour ce projet, on travaille avec un IPCiste Voltalia. Pour les énergies renouvelables, on se positionne en tant qu'IPP, producteur indépendant d'électricité. C'est-à-dire on signe des contrats d'achat d'énergie de 20-25 ans avec les sociétés nationales d'électricité, au Sénégal en l'occurrence Sénélec. Donc on apporte le financement, on développe le projet, on construit, on fait l'exploitation, maintenance et on vend l'électricité pendant 20-25 ans. Donc la production peut être privée au Sénégal, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et grâce à cette privatisation de la production, le Sénégal a pu installer plus de 1000 MW en 10 ans. Nous, on fait vraiment confiance au Sénégal. Après Madagascar, le Sénégal est notre deuxième pays en termes d'investissement, de volume d'investissement.
donc dans les télécoms, dans l'énergie renouvelable, dans le solaire, et également dans la distribution de produits pétroliers à travers Aidon. Donc si je reviens sur notre projet au Sénégal, donc c'est un projet qu'on développe avec Sénélec. Donc on a commencé les travaux, si vous suivez l'actualité, il y a quelques semaines, à commencer les travaux sur fonds propres. Donc souvent les IPP attendent le closing financier pour commencer les travaux. Mais étant donné qu'on a confiance au Sénégal, aux autorités sénégalaises, on a décidé de commencer sur fonds propres en attendant le closing financier du projet. Donc développer des projets solaires en Afrique, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ça prend en moyenne entre 3 et 10 ans pour développer un projet avant de commencer la construction. Pourquoi? Parce que bon, les négociations prennent beaucoup de temps. Les négociations prennent beaucoup de temps. Les États ne donnent pas forcément des garanties aux sociétés privées. Des fois, les projets font l'objet d'un manque de préparation. Donc, le privé qui vient est obligé de réaliser pas mal d'études, de trouver le terrain, etc. Et des fois, on peut être confronté à des instabilités politiques dans certains pays ou des projets qui sont, on va dire, remis en question quand il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Et bon, on ne se rend pas compte, mais l'inaction coûte beaucoup plus cher, des fois, ou des fois on se rend compte qu'il y a des États qui veulent gagner 1 franc ou 1 cent euro le kilowattheure, donc mettre des mois, des années à négocier, et en parallèle louent des turbines voilà, qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, en tout cas, vu le retour d'expérience qu'on a au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, je pense que si on veut atteindre l'accès universel à l'électricité dans beaucoup de pays d'Afrique, il faut qu'on revoie la façon de faire les projets, hein, que ce soit côté privé, côté public, côté partenaire au financement, parce que également les projets souvent sont financés 80% par de la dette, 20% en equity. Maintenant, les prêteurs comme BPI, autres, Proparco, etc., posent beaucoup de conditions avant de décaisser. Et ça également, ça prend du temps. Donc ça, c'est une contrainte pour la mise en œuvre également des projets. Donc, dans d'autres pays, ça se passe plutôt pas mal. Dans d'autres pays, ça va vite. En Côte d'Ivoire, ça va vite. On a un projet également au Bénin. On va commencer la construction, ça va vite. Mais je pense que ça peut aller plus vite en mettant, par exemple, en place un guichet unique donc pour les projets énergie. Parce qu'il y a trop d'acteurs, trop d'interlocuteurs entre la Société nationale d'électricité, le ministère de l'énergie, le ministère de l'économie, le ministère des finances, la CRSE. Il y a trop de parties prenantes. Mais je pense qu'en mettant en place un guichet unique pour les projets centrales, ça permettra d'accélérer la mise en œuvre des projets. Merci. Merci pour cette réponse très complète. Alors effectivement, tu nous as répondu sur des projets donc utility scale public. Je m'adresse à toi, Dimitri, avec le groupe Netis, où vous avez une approche également panafricaine déjà, puisque votre tête de pont se trouve au Maroc et vous êtes actif dans plusieurs pays du continent. Et vous avez une approche aussi peut-être plus CNI. Alors CNI, effectivement, et puis j'ouvre aussi le débat sur, d'ailleurs un débat qui a lieu actuellement en France sur finalement l'agrivoltaïsme. On pourrait parler de CNA. Comment, via l'expérience de Netis et du coup aujourd'hui votre présence au Sénégal, quel partage d'expérience tu peux nous faire sur ces sujets et l'intérêt du CNI? Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous d'être présents pour ce panel. Merci également aux intervenants et je dirais aux messages qui sont passés, notamment par Action Énergie, bien sûr. Nous avons décidé chez Netis en fait, de nous positionner plutôt comme EPC pour des entreprises commerciales et industrielles, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, de par en fait une certaine expérience qu'on a connue, je dirais, au sein des employés, je dirais, de Netis, que développer des grands projets en utility, c'est des projets, c'est très long, très complexe. Il faut être financièrement suffisamment solide pour pouvoir tenir, je dirais, un certain temps. Il faut avoir une certaine résilience, si je puis dire, pour pouvoir développer ces projets. Or, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché
des PME, mais aussi des grandes entreprises qui ont besoin d'énergie maintenant, tout de suite, au moindre coût, et de décarboner également autant que possible, je dirais, leur énergie fossile. Et donc, Netis se positionne plutôt comme EPC pour des projets je dirais, allant de 250 kW jusqu'à 10, 15, 20 MW. Dépendant, je dirais, de la complexité je dirais, des projets. Évidemment, au Sénégal, on n'est pas encore présent, donc on est ici pour sonder un petit peu le marché. Donc, on est aussi à la recherche de partenaires locaux pour éventuellement développer ces projets. Par contre, on est effectivement dans la sous-région où on a une certaine expérience du CNI. Alors souvent, ce qu'on rencontre comme difficulté au niveau du CNI, c'est un manque de clarté en général en termes de réglementation pour cadrer, je dirais, le développement de ces projets, mais également aussi, et ça c'est lié à cette, je dirais, incertitude par rapport à la réglementation, je dirais un découragement des investisseurs privés pour ce type de projet. Donc c'est véritablement un sujet chez nous. Heureusement, il y a des partenaires comme BPI France, comme Proparco, AFD, qui soutiennent, je dirais, ces entreprises pour développer, en tout cas construire ces projets. Et donc, voilà, nous avons pour l'instant un portfolio qui est relativement conséquent, mais ce sont les difficultés qu'on rencontre. Et on se pose véritablement la question, notamment au Sénégal, est-ce que, suite évidemment au développement, je dirais, des projets d'hydrocarbures qui sont vraiment des projets dont on a besoin, je dirais, pour le Sénégal, est-ce que le gouvernement continue à pousser dans cette voie qui est, je dirais, le développement des énergies renouvelables et notamment au niveau des PME. C'est important, je pense qu'elles ont besoin de ce soutien. Par rapport à l'agrivoltaïsme, très rapidement, il faut savoir qu'en Afrique, il y a encore malheureusement peu d'expérience parce que c'est véritablement un créneau dans lequel nous pensons qu'il y a un développement à faire. Pour l'agrivoltaïsme, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait, c'est tout simplement une manière d'optimiser, je dirais, les surfaces de terre en produisant des produits agricoles, mais en même temps en produisant des kilowattheures, donc de l'électricité, sur ces mêmes surfaces. Alors ça a évidemment l'avantage d'optimiser les terrains, les surfaces foncières. Ça a l'avantage, dans certains cas, d'améliorer, je dirais, les rendements de culture, tout simplement parce qu'il y a un ombrage qui se fait sur certaines de ces cultures, et donc une évaporation qui est moindre. Mais aussi, ça permet d'augmenter la rentabilité des exploitations agricoles par tout simplement un revenu complémentaire en valorisant l'électricité qui est injectée sur le réseau. Le problème, je dirais, actuellement en Afrique, en général, c'est de nouveau ce cadre réglementaire qui n'est pas tout à fait clair par rapport à l'injection sur le réseau et à la valorisation de ces kilowattheures qui sont injectés sur le réseau. Voilà, merci. Merci Dimitri, également très intéressant. Alors, on a beaucoup parlé production à partir donc, de gaz, production à partir de renouvelables. On ne peut pas décorréler production et transport et distribution, puisque ce qu'on produit, il faut bien l'évacuer. Frédéric, quelles sont tes vues sur aujourd'hui la place du TND en bon français et aujourd'hui un groupe intégré et local comme l'est Sogea Satom? Qu'est-ce que tu peux apporter? Et aujourd'hui, voilà, on est dans un événement qui s'appelle Inspire and Connect. Je sais qu'RGS, dans le cadre de son développement, va aussi avoir besoin de ressources. Donc, voilà, comment on pourrait créer des ponts entre vous? Ça fait double question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as souligné, Sogea Satom est présente sur le continent africain depuis plus d'un siècle et de manière pérenne au Sénégal depuis 1948. Donc on a un passé ancien et une présence ancienne ici au Sénégal. Comme tu le soulignais également, on intervient sur toute la chaîne de valeur avec des équipes locales, sénégalaises, qu'on a formées parfois sur plusieurs générations. On a la chance d'avoir dans l'entreprise, on en est à la 3e génération de techniciens, d'ingénieurs sénégalais formés au Sénégal.
et qui interviennent sur nos projets. Je pense que l'ambition du Sénégal en matière énergétique est très forte. L'écosystème est particulièrement favorable. L'écosystème, qu'il soit juridique, qu'il soit environnemental, qu'il soit géographique, cet environnement se prête particulièrement bien à des projets de développement, de production d'énergie de manière renouvelable. Et pour tout ce qui est transport et distribution, il y a un écosystème local d'entreprises qui ont la capacité à développer des réseaux, à renforcer des réseaux, à les automatiser pour faciliter la gestion de ces réseaux. Et ça, on a la capacité ici au Sénégal, en propre, d'adresser ces marchés et d'amener l'électricité non seulement chez le consommateur final, mais également chez les industriels, chez les miniers. Et donc ça, il y a tout un champ de possibilités aujourd'hui avec des projets de toute taille. On en a déjà parlé ensemble. Quand il s'agit de savoir s'il faut traiter des gros projets ou des petits projets, je pense que dans le cadre d'une stratégie ambitieuse, on peut très bien combiner les deux, faire du projet, voire du micro-projet, qui est plus facile à mobiliser financièrement, plus facile à mettre en œuvre rapidement. Et en même temps, il faut des gros projets ambitieux, très capitalistiques. Et là, ça prend un peu plus de temps. Comme le disait Ngon, il faut être résilient parce que la gestion du temps, ça peut être parfois problématique et source de frustration. Mais moi, je suis particulièrement optimiste sur la capacité du Sénégal, non seulement à mobiliser des talents, à mobiliser des financements pour réaliser ces projets dans la vision qui est la vision du gouvernement actuel à l'horizon 2050. Il faut également savoir donner du temps au temps. Tout ne se fera pas immédiatement, mais je pense que voilà, il faut s'inscrire dans la durée, être résilient et tout est réuni ici au Sénégal pour réussir aujourd'hui. Merci Frédéric pour ce message plein d'optimisme et d'énergie. Pape Momar, sur les connexions que vous recherchez aujourd'hui pour justement lancer ces grands projets d'infrastructures nécessaires, qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme celui-ci, mais plus généralement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui participent à ce panel et qui pourraient travailler demain avec RGS? Donc, je suis d'accord avec LSE. Il faut du tout pour, finalement, lorsqu'on a un programme de développement, il y a des petits projets, il y a des grands projets. On ne sait pas faire sans des projets structurants, parce qu'il faudrait quand même, on est un pays en développement, il faut des projets qui soient structurants. Même s'il faut les phaser, il faut quand même qu'ils soient là et qu'ils soient conçus pour être développés avec un objectif, une vision qui va un peu plus loin. Ça, c'est dans la conception. Maintenant, pour la mise en œuvre, effectivement, elle peut être faite en fonction des moyens, parce qu'il y a ça à prendre en compte. Et dans tel cas, on peut aussi voir quels sont les petits projets qui sont aussi source de croissance et de développement, qu'on peut faire beaucoup plus rapidement avec des moyens beaucoup plus accessibles, de manière un peu plus à court terme. Par contre, pour la réussite, je pense, de tout type de projet, qu'il soit petit, moyen ou grand, il faut ce qu'on appelle un bon partenaire technique. Il faut un bon partenaire financier et il faut aussi l'implication étatique. Avec ça, on a la réussite qu'il faut. Donc, comme il a dit, souvent, du côté privé, ils ont des freins sur l'accessibilité, la compréhension des règles ou des réglementations, des lourdeurs administratives. Nous, État, souvent, elles sont existantes, c'est des textes et on n'y peut rien. Je veux dire, même nous, structures étatiques, parfois, nous payons le prix pour ce genre de choses. Je pense qu'il faudrait aller vers réussir à créer une synergie où nous pouvons mettre tous ces acteurs, que ce soit le privé, le public, les partenaires financiers, autour d'une table ou autour d'une joint venture qui permettra de réussir certaines choses. On a eu des exemples. Je pense que l'autoroute à péage aujourd'hui est un exemple. Bon, c'est biaisé si je parle du TER, donc j'en parlerai pas. Mais je veux dire, c'est des exemples qui ont réussi. C'était laborieux, ça a pris du temps. Mais au moins aujourd'hui, on peut avoir des leçons apprises et surtout voir aussi ce qui n'a pas marché
et l'améliorer. Donc, ce qu'on attend peut-être, c'est qu'ils comprennent un peu d'abord la stratégie de développement, vers où on veut aller, qu'ils puissent identifier rapidement les secteurs ou les projets dans lesquels ils pensent qu'ils ont une valeur ajoutée ou même une innovation à nous apporter. Parce qu'on a beau être une structure étatique, mais même les conceptions elles sont faites par le privé. On est juste le moteur, mais le développement derrière, c'est le privé qui le fait. Donc c'est l'innovation pour l'innovation. On sait que les finances aussi parfois peuvent être un frein, ou en tout cas peuvent ralentir et être un frein ou un obstacle pour la réalisation, surtout des grands projets, parce que ça prend des structurations ou un framework assez particulier, que ce soit du PPP, le temps de mettre, je parle sous le contrôle de Ngoné qui était au ministère de l'économie, le temps que ça prend aujourd'hui pour mettre en place une SPV ou un PPP, c'est peut-être aussi long que le temps de construction. Donc voilà, j'inviterai plus peut-être comme l'a dit, à réfléchir sur comment accélérer ce type de partenariat, parce que même les prêteurs, que ce soit publics ou privés, comme BPI ou l'AFD ou les autres bailleurs de fonds, ont souvent des conditions préalables ou des conditions d'entrée en vigueur qui sont parfois trop lourdes ou qui ont en tout cas matière à trouver des facilités, on va dire. Et du point de vue étatique aussi. Les réglementations en matière à évoluer. On est dans un monde qui va très vite. Il faudrait qu'on aille vers des réformes, tant du côté du privé, du côté du partenaire technique, du partenaire financier, mais aussi de l'État, pour trouver quelle est la bonne dose aujourd'hui pour mettre en œuvre rapidement, dans un monde où l'intelligence artificielle aujourd'hui a toute sa place, et commencer à trouver les solutions innovantes qui vont permettre d'accélérer les choses et de les faire de manière fiable, de respecter les exigences et les normes environnementales, en respectant le contenu local. Il y a beaucoup de contraintes et d'exigences qu'il faut respecter. Voilà, donc c'est peut-être ce que j'aurais à dire par rapport à, si je me mets un peu en un helicopter view, sachant qu'on va vers une vision qui est plus à long terme. Merci. On a entendu beaucoup de choses et Ngoné, là où je me retourne encore vers toi, donc en tant que partenaire technique et également Frédéric, mais également Netis, sur des projets où effectivement aujourd'hui le coût reste aussi le coût à la sortie reste un critère déterminant dans le choix d'un investissement pour l'utilisateur final. C'est vrai qu'on a aujourd'hui accès à beaucoup de ressources techniques au niveau des équipements, de matériel, tout ce qu'on peut trouver. En tant que sponsor de projet, et donc quand vous lancez des appels d'offres pour les contractants EPC, finalement, est-ce qu'une stratégie d'allotir pour aller chercher à chaque fois le meilleur prix, ou bien une stratégie d'apprendre peut-être un turnkey qui serait fait par une structure comme Sogea Satom, peut-être un peu plus cher en coût d'entrée, mais quelles sont tes vues également sur cet aspect? En fait, il y a plusieurs cas. Donc, en général, pour expliquer un peu comment ça marche, c'est qu'en tant qu'IPP, une fois qu'on a signé un contrat d'achat d'électricité, on signe par la suite un contrat EPC. Après, il y a certaines sociétés qui internalisent l'EPC. Au niveau de Action, comme la plupart des IPP, c'est externalisé. Donc, on lance un appel d'offres, on consulte plusieurs sociétés qui vont faire l'EPC. C'est l'engineering, procurement et construction. Donc, par exemple, au Sénégal, pour notre projet à Kolda, on travaille avec Voltalia. Après, quand il s'agit d'un seul projet sur un seul site, en général du solaire, on prend un seul EPC. Pourquoi? Parce que le solaire, ce n'est pas une technologie compliquée. Donc, il faut défricher le site, faire le nivellement du terrain, installer des pieux et installer les panneaux solaires. Donc, en général, pour du PV pur, souvent, on choisit un seul épiciste. Après, dans certains cas, l'IPP peut décider d'internaliser certains travaux pour réduire les coûts. Donc, comme par exemple, faire la clôture, le défrichage, le nivellement du site. Parce que ces travaux n'ont pas forcément d'impact sur les travaux de l'IPC. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Project Finance, plus on a des acteurs, plus il y a des risques dans le projet et des risques d'interface. Il faut que les choses s'embriquent comme dans un Lego.
Et quand on lance un appel d'offres, souvent, on veut une solution turnkey, l'IPCiste qui vient, qui construit, fait la centrale, qui fait la ligne d'évacuation de l'électricité. Après, dans certains cas, comme le projet qu'on a au Bénin, on a un projet de 4 centrales solaires sur 4 sites différents. Là, effectivement, pour optimiser les coûts et les délais de construction, on se pose la question à savoir est-ce qu'on prend un IP6 ou on prend 4 ou on en prend 2. Comme j'ai dit, pour des questions de délai d'exécution et pour également optimiser les coûts. Après, quand on va sur des technologies un peu complexes, c'est-à-dire solaire plus PV et plus stockage, souvent dans ces cas-là, également on lance un appel d'offres, mais on choisit un consortium. Donc si on lance un appel d'offres, une société comme Voltalia peut répondre sur la partie PV. Maintenant, Voltalia va se rapprocher d'autres sociétés comme Entech en France qui sont spécialisées dans le stockage. Comme ça, le lead du consortium chez Voltalia, on n'a pas à signer plusieurs contrats avec plusieurs parties prenantes parce que comme j'ai dit, plus on a des acteurs, plus il y a des risques. Et il faut que les choses s'imbriquent parce qu'on ne peut pas séparer ces contrats. Donc souvent, on prend un consortium avec un lead. Donc d'habitude, pour éviter, même si c'est plus cher, mais pour éviter les risques de surcoût ou de retard dans l'exécution, souvent pour le solaire PV, on prend soit un IP6 ou on prend un consortium, ou bien certaines activités sont internalisées par l'IPP. Merci. Effectivement, ce sont des choix stratégiques à mener en amont et qui permettent à terme après une fluidité dans toute l'exécution du projet. Alors il nous reste un petit peu de temps. Je pense que j'ai encore pas mal de questions à poser aux panélistes. Ou alors est-ce que vous préférez passer sur une session de l'Assemblée J'ai quand même envie de poser à Nétis et à toi, Frédéric, à Dimitri et Frédéric, dans votre sourcing également français et le fait que tu sois plus sénégalais que français aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, tu vois ces ponts, vous voyez ces ponts facilement connectables entre notamment la France et le Sénégal? Comme le disait Pape, je pense qu'il faut de l'intelligence collective et puis il faut aller chercher la valeur ajoutée là où elle est. Ça fait longtemps que je dis et que j'entends dire que chaque projet d'infrastructure est un prototype. C'est difficilement reproductible de projet en projet. Donc chaque projet a ses spécificités, chaque projet a ses contraintes, chaque projet a un environnement particulier. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas pour un entrepreneur, un bâtisseur comme Vinci, de trouver à chaque fois la bonne formule, d'engager le dialogue avec les développeurs, avec les donneurs d'ordre, pour trouver effectivement la bonne formule qui permettra de mener un projet à bien. C'est un enjeu et un défi constant. Donc je suis désolé, à ce stade, Lionel, je n'ai pas de réponse définitive. Je pense que on est dans un métier d'ingénieur, de l'ingénierie, et à chaque fois, on part d'une feuille blanche, il faut se poser les bonnes questions, que ce soit pour le financement, pour que ce soit l'impact recherché, est-ce qu'on privilégie l'impact économique, est-ce qu'on privilégie l'impact sociétal. On n'en parle pas suffisamment dans tous ces grands projets, mais il y a quand même des impacts sociétaux qui doivent avoir de la valeur, et pas seulement une valeur économique. Donc c'est une question très difficile dont on pourrait débattre très très longtemps. Et si Dimitri a une réponse plus précise et plus appropriée, je veux bien lui passer le micro. Alors vas-y Dimitri. Oui, mais très en guise de conclusion. Très rapidement. En fait, je rejoins un petit peu ce que Frédéric disait, mais je vais simplement rajouter un point, c'est que voilà, Nétis étant une entreprise dont le siège est à Casablanca, donc en Afrique, et qui a actuellement 16 filiales à travers l'Afrique. Voilà, nous n'avons pas de produits, je dirais, purement africains. Et puis, il faut être quand même assez réaliste. Je pense qu'il y a des marchés actuellement dans le monde qui sont un peu plus matures que celui de l'Afrique, où on a des technologies qui sont quand même un peu plus avancées, je dirais, notamment en France, mais également en Amérique du Nord et en Asie, où bien, forcément on est quelque part obligé de se tourner vers des partenaires, je dirais, français, mais aussi
parce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir du financement. De nouveau, je rappelle l'importance de BPI France et l'AFD et Proparco dans ce schéma. Là où, quelque part, dans certains pays d'Afrique, malheureusement, on n'est pas encore tout à fait prêt, à soutenir, ce genre d'initiative. Et donc, voilà, moi je pense que Frédéric a raison, ça dépend d'un projet à l'autre. En même temps, nous sommes friands de faire venir des partenaires français, européens, sur le territoire sénégalais, mais sur le territoire africain aussi. Donc voilà, on vous encourage, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez de belles solutions à nous proposer. Je pense que là, vous avez un panel très représentatif puisque vous avez le porteur de projet avec RGS, le sponsor en equity, le porte-monnaie et l'ensemble des intervenants techniques qui peuvent intervenir sur le projet. Donc, je pense que c'était un panel très intéressant. Merci, mesdames, messieurs, pour votre temps et la qualité de nos échanges.